à toutes et à tous. Ravi de vous voir si nombreux pour assister à cette masterclass dont je répète le titre, mais je sais que si vous êtes là, c'est que vous le connaissez par cœur. Comment réinventer les imaginaires dans la tech? Alors, ça va se dérouler en deux parties. Pendant 30 minutes, nous allons dialoguer avec mes invités. Et ensuite, on a un quart d'heure d'échange, de questions-réponses. Alors, soit vous réagirez à chaud, soit peut-être des questions un peu plus froides que vous avez préparées précieusement. Donc, on compte sur vous. Alors, je vais présenter donc mes invités. Charles Aymar, qui est à ma droite. Et on va dire qu'il se définit comme un slasher. Il a 4 activités. Il est chercheur, entrepreneur, réserviste et enseignant. Alors, il est docteur en sciences de gestion et du management. Il a publié dans plusieurs revues académiques de premier plan en s'intéressant au fonctionnement des organisations et aux nouveaux enjeux managériaux. Et en parallèle de cette formation scientifique, il a fait 4 ans de conseil en management. Et à cette suite, il a décidé de créer The Bridge, recherche et innovation pour connecter les chercheurs et les porteurs de projets innovants. Et puis, il y a une autre casquette quand même qui me plaît, excusez-moi, officier de réserve dans l'armée de terre. Il est actuellement au 7e bataillon des chasseurs alpins à Vars et il est à la tête d'une compagnie de 150 personnes. Voilà, je vais me tenir à carreau. À ma gauche, Nicolas Pasquet, qui nous vient de Paris, qui est docteur en management de l'innovation à l'École centrale Paris et qui est titulaire d'un Master 2 en sociologie de l'Université Panthéon-Sorbonne. Donc il est vraiment engagé dans le développement de projets innovants à fort impact pour les organisations. Il a contribué à la création et à la direction de jeunes entreprises dans le secteur des biotechnologies, avant de diriger Mekinov, une agence de conseil en prospective qu'il a créée en 2011, spécialisée dans l'innovation et la transformation. Et la même année, il a lancé le master spécialisé innovation et transformation à Centrale Supélec Exed, qu'il dirige toujours. Alors je vais me présenter. Donc Gaëlle Ray, j'ai un parcours fortement orienté technologie. J'ai un executive master en technologie de l'École polytechnique de Paris. Moi, j'ai coutume de dire que je viens des entrailles de l'électronique, la microélectronique. J'ai construit beaucoup de circuits intégrés pour la défense et la sécurité, le transport, les industries créatives. Et dans mon cheminement, j'ai eu à manager de belles équipes R&D. Et à un moment, on devait faire de l'innovation de rupture pour nos actionnaires, Somfy, Septefal, Bosch Rexroth. Et c'est comme ça que je me suis dit, pour maintenir en posture créative innovante mes ingénieurs et mes docteurs, il faut que je m'ouvre au champ créatif. Et en 2022, j'ai cofondé Agence Proton avec Étienne Guéry, qui est là, mon deuxième Proton, qui est hacker, gamer, designer, voilà, passionné par les sciences aussi. Et on a créé Agence Proton, qui est une agence de prospective créative par les imaginaires technologiques. Alors, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer par une définition. Alors, je vous épargne la définition du dictionnaire qui dit imaginaire, qui n'existe que dans l'imagination. On a quand même fait l'effort de vous mettre 4 définitions. Alors, je vais me tourner vers Nicolas. L'imaginaire, on en comprend quand même la dimension technologique et on va quand même l'approfondir, ou la dimension économique. Mais il y a certainement d'autres dimensions qui nous échappent. Exactement. Alors, il faut peut-être revenir sur une définition de ce qu'est un imaginaire. Alors, sans être trop abscon, c'est de dire qu'un imaginaire, c'est une sorte de banque d'images, une sorte de bibliothèque d'images dont on se sert, dans laquelle on va puiser pour pouvoir comprendre le monde qui nous entoure. Si on pense à l'hydrogène, si on pense à un véhicule automobile, à la combustion interne ou électrique, on projette à chaque fois des imaginaires qui nous font comprendre d'une certaine manière la réalité qui nous entoure.
Et c'est pour ça que la notion d'imaginaire est essentielle quand on parle de prospective, et je parlerai par la suite de prospective par le design, parce qu'il y a toute une cartographie des imaginaires à faire au préalable pour ce qu'on appelle dans notre jargon casser le mur des imaginaires ou se nettoyer les yeux pour pouvoir penser autrement la rupture. Sinon, on reste totalement emprisonné dans des imaginaires qui en fait conditionnent notre capacité à percevoir et donc comprendre les choses. Donc ça, c'est complètement essentiel. Et donc, il y a une part dans l'imaginaire, qu'active l'imaginaire, qui est une part symbolique. Je vais vous donner un exemple très rapide, parce qu'on a peu de temps également pour en parler. Le véhicule électrique, j'en ai parlé précédemment, pendant très longtemps, il n'a pas réussi à se développer. Pour autant, le cadre fonctionnel, technique, était connu depuis très longtemps. L'effet photovoltaïque était connu depuis très longtemps. Économiquement, ça tenait plus ou moins la route. C'était effectivement très cher par rapport aux véhicules à combustion interne classique. Il y avait des problèmes d'économie de réseau. Mais surtout, là où on a pu, grâce à Elon Musk en partie, rompre et permettre le développement du véhicule électrique, c'est grâce à la part symbolique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a du désir qui a été créé autour du véhicule électrique qui dépassait largement les simples cadres fonctionnels et d'usage traditionnels. Donc le symbolique est partout autour de nous, et plus encore dans l'économique. Merci Nicolas. Alors je vais me tourner vers Charles. Charles, aujourd'hui, l'imaginaire, les chercheurs, où on en est en fait? Alors vaste question, où on en est? J'aurais peut-être pas la prétention de répondre de manière exhaustive à ces questions-là, mais l'idée de base, c'est de dire qu'aujourd'hui, juste peut-être une statistique pour illustrer l'état de la recherche en France et des connexions qui sont possibles entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Chaque année en France, il y a 14 000 docteurs qui sortent de nos universités et il y en a 1 sur 2 qui travaillera hors de la sphère académique. Il y a donc un stock de connaissances. Je vais reprendre les mots que Nicolas disait sur les images, le stock d'images, la banque d'images. Et je vais faire le parallèle avec les connaissances. Il y a une quantité de connaissances scientifiques issues de méthodes de recherche solides qui sont à disposition. Et j'ai presque envie de dire sous-exploité. Le mot, il est un peu fort, il est un peu gros, mais au moins l'idée passe. C'est de se dire qu'il y a ces connaissances qui sont produites, alors que ce soit en sciences exactes ou en sciences humaines et sociales, on pourra revenir sur la distinction, peut-être dans le temps des questions éventuellement, mais de dire voilà, ces connaissances-là sont à portée de main. À titre personnel, j'ai pu constater ces connexions à l'étranger. Juste une petite anecdote, j'étais sur un séminaire en Suède à l'université d'Uppsala, et il y avait une table ronde avec des chercheurs et des industriels, et finalement, les chercheurs publiaient des articles scientifiques dans les meilleures revues internationales, et les entreprises mobilisaient les résultats de ces recherches dans leur stratégie. Les exemples de ces boîtes-là, c'est Volvo, Sandvik, Atlas Copco, des boîtes qu'on connaît qui sont d'envergure internationale aujourd'hui. Et voilà. Et c'est l'idée, et là, c'est de se dire, utilisons les connaissances scientifiques et les méthodes de recherche pour nourrir les imaginaires. Merci Charles. Alors on vous a proposé... Donc là, on vous a proposé un mur d'images, un mur d'innovation deep tech. Alors attends, avant de prendre en photo, tu vas voir, il y a une petite animation. Non, parce que tu vois, ça n'en fait pas assez là, il y en a encore plus des innovations. Alors je voulais peut-être réagir, par exemple, sur l'initiative Cobod et l'ONG Team for UA qui reconstruit des écoles en Ukraine plus vite, moins cher, avec de l'impression 3D. Je voulais réagir aussi sur les technologies quantiques, les cryostats. Aujourd'hui, voilà, plein d'images vous arrivent. Peut-être sur le robot masseur de Capsys Robotics. Voilà, avec de l'IA qui s'adapte à votre corps et à votre bien-être. Et puis encore tout ça, donc des puces photoniques, de l'intelligence artificielle portative dans votre smartphone, des circuits microfluidiques. Pourquoi on vous présente ce mur d'images? C'est pour vous dire qu'on est surexposé à toutes ces innovations, mais il n'y a pas de hiérarchie en fait. On reçoit ça. Et au milieu de tout ça, aussi on reçoit les imaginaires des personnes qui les ont créés et peut-être de tous ces soubassements qui sont à l'œuvre. Donc déjà, pour une première réponse à la masterclass, c'est comment réinventer les imaginaires dans la tech. C'est déjà prendre conscience qu'ils sont déjà là et sont déjà à l'œuvre et que peut-être des fois on a des biais de perception, des biais de compréhension.
on est là pour aller plus loin aujourd'hui. Est-ce que je peux rajouter juste, Bien sûr. pour compléter l'exemple sur le véhicule électrique, en termes de symboles, je parlais de symboles, si on ne comprend pas que derrière le véhicule à combustion interne, celui qu'on connaît tous, essence, il y a l'idée un peu nord-américaine des grands espaces, de la liberté à tout va. On ne comprend pas que derrière, le véhicule électrique a aussi eu beaucoup de difficultés à pouvoir se développer, étant lui-même limité par des batteries pour faire une centaine de kilomètres, 150 ou 200 kilomètres. Là aussi, il y a une libération grâce aux avancées technologiques. Donc il y a un entrecroisement entre le technologique et le symbolique qui fait que certaines technologies vont se développer. Donc là, on vous a mis quelques extraits de travaux de recherche universitaire qui vraiment formalisent une typologie des imaginaires. Alors tout ça, c'est en cours. Alors il y en a certains peut-être que vous connaissez, comme les imaginaires de la réparation et du recyclage avec Nicolas Nova, ou les imaginaires du renoncement avec Bonnet, Landivar et Monin, qui aussi sont très actifs sur LinkedIn. Je like souvent. C'est très inspirant. Alors là, on vous a mis que les imaginaires, ils se déploient aussi dans un cadre qui est quand même dans des traverses. On ne peut pas dire que les imaginaires prennent des chemins de traverse régulièrement. Il y a quand même des pensées dominantes. Là, on n'est pas là pour juger, mais on est là pour les révéler. Donc, bien sûr, là, on peut s'inspirer de la mission de la NASA Artemis 3, qui a vraiment pour objectif c'est une mission de ramener les hommes sur la Lune. Mais aussi les doudounes chauffantes qui font un malheur chez les jeunes. Mais après, se pose la question, oui, mais bon, le recyclage, là, les petites puces là, qui sont à l'intérieur. Bon, le téléphone portable, je dis rien du tout parce qu'on est déjà tous accros. Et puis la pop culture. Alors là, je me tourne vers Charles parce que je sais que tu es un addict de la pop culture. Mais de qui exactement vas-tu l'avouer ? Alors, addict de la pop culture, peut-être pas, mais je pense que je vais pouvoir avouer, oui. Non, l'idée en préparant la masterclass, moi, il y a quelque chose qui m'a fait tilt quand Gaël m'a proposé d'intervenir. C'est l'image de Sheldon Cooper. Voilà, pour ceux qui suivent Big Bang Theory, moi, je me suis dit, ouais, Big Bang Theory. Je fais pas de la pub pour Big Bang Theory, mais j'aime cette série. Et l'idée, c'est aussi de dépoussiérer l'image du scientifique qui est à la paillasse, qui est dans ses bouquins, mais de remettre plutôt ces profils-là sur le devant de la scène en montrant qu'ils peuvent apporter des choses innovantes, des idées innovantes, quitte à être parfois un peu poil à gratter, mais c'est aussi en challengeant ces idées-là qu'on peut faire progresser les imaginaires. Et Sheldon, c'est l'archétype du poil à gratter pour ceux qui ont vu la série. Merci. Alors, on va passer au deuxième mouvement de notre masterclass. Vous voyez, on a bien bossé quand même. Alors, pourquoi on ne peut pas avoir une approche raisonnée du futur ? Et là, je vais me tourner vers Nicolas Pasquet. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas être dans une approche avec une pensée linéaire ? On suit nos roadmaps, tout va bien, il y a déjà suffisamment de challenges techniques, et je parle en tant qu'ingénieur. Alors peut-être que la vraie question, c'est de savoir déjà si on a besoin de prospective aujourd'hui ou est-ce qu'on a besoin de plus de prospective aujourd'hui qu'hier. Et quand on regarde un petit peu l'état du monde, alors c'est ma vision mais partagée par de nombreux auteurs, on s'aperçoit que l'accélération du temps, la montée de la complexité avec ce qui l'accompagne, c'est-à-dire la montée de l'incertitude. Je passe sous silence les différents conflits dont vous êtes tous témoins à travers le monde, un aveuglement généralisé finalement de nos comportements, le règne de l'instant ou de l'instantanéité. Il y a encore 3-4 jours, l'inoxydable Edgar Morin publiait une tribune dans Le Monde où il parlait d'aveuglement de la pensée. Et paradoxalement, ce qu'il expliquait, c'est que là où on a un progrès des connaissances qui s'est accompagné par une multiplication des connaissances, mais aussi par une sorte de cloisonnement des connaissances par des barrières disciplinaires, en fait, ça a eu pour conséquence une sorte de détérioration de la capacité à penser et donc un aveuglement de la pensée. Il y a un aveuglement généralisé avec une incapacité à pouvoir collectivement se projeter vers l'avenir. Il y a un manque cruel de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon chez Mekinov, de récit collectif d'avenir. On le voit à tous les niveaux, politique bien évidemment, mais on n'est pas là pour parler de politique, mais dans les organisations, c'est la même chose. C'est-à-dire la vision de l'organisation, son visionning, fait défaut et pêche la plupart du temps. Donc oui, on a besoin de prospective parce que face à tout cela, il faut pouvoir voir loin.
Une petite analogie très rapide, une métaphore. Si vous êtes dans une voiture qui va de plus en plus vite, c'est un peu notre monde, que le ciel s'obscurcit, qu'il pleut, etc., et que vous êtes en pleine nuit donc, sur une route de campagne, bien évidemment qu'il faut pouvoir porter ses phares les plus loin possible, parce que sinon, au premier virage, on est dehors. Et ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est plutôt du court-termisme qui remplace le long-termisme, alors que c'est tout l'inverse qu'il faudrait faire. Si je continue simplement, si je peux avoir une minute de plus. Ah oui, ouais. oui. Sur là, parce qu'il y a deux types de prospectives. La prospective traditionnelle, que vous avez peut-être déjà vous pratiquée, qui est une approche raisonnée du futur, raisonnée et analytique du futur. Ça, c'est tous les grands prospectivistes. Et en France, on a une grande école de prospectivistes depuis les années 50, autour de Gaston Berger, Michel Godet aujourd'hui, etc. Nous, ce dont on parle, c'est rapporter un petit peu à la prospective un peu de chair, un peu de sang chaud, un peu d'émotion, un peu de sensationnel, à travers ce qu'on appelle la prospective par le design fiction, le design prospectif, le design for debate, c'est-à-dire pour immerger les participants dans des parcelles ou des petites capsules d'avenir pour pouvoir les amener à bouger. Parce que le but premier, c'est de pouvoir les amener, tous ces participants, à passer à l'action. Ce n'est pas de la prospective pour de la prospective avec de beaux rapports, c'est de la prospective pour pouvoir passer à l'action et changer le cours normal des événements et donc changer notre futur vers un futur plus souhaitable et souhaité. Et Nicolas, en fait, on travaille vraiment de la même façon, c'est-à-dire on ne travaille pas la sensation, on travaille à l'émotion aussi. L'émotion, exactement, tout à fait. Okay. L'émotion, l'immersivité, tout à fait. Alors là, on vous a mis un dessin pour vous dire que l'idée, c'est vraiment d'avoir une pensée mobile, de la déployer et de toujours se dire, on est du point de vue donc, du présent et on regarde le futur, certes. Donc ça, c'est le premier, on fait réalité vers imagination. Mais c'est très important, et on le verra avec une posture méthodologique, c'est vraiment de se placer depuis le futur, avec donc les yeux du futur, et on regarde le présent. Et c'est vraiment ça aussi qu'on veut vous passer comme message, c'est cette gymnastique-là qui nous désancre, et puis qui nous permet aussi de sortir un peu de ces pensées presque avachies, parce que finalement, on est tous un petit peu dans la paresse aussi, et le fait de s'octroyer ces petits pas de côté, ce rêve. Donc, bon voilà, on en parlera un petit peu plus amplement après. De beaux cas à présenter tout à l'heure. Ouais. Voilà, là on vous a mis quelques phrases, c'est juste pour vous laisser respirer, tranquillou, vous les lisez. Voilà, c'est le grand message qu'on veut vous passer aujourd'hui, c'est qu'on est tous ambitieux, hein, évidemment. On veut que la technologie, en tous les cas, pas forcément la préempter toujours au premier rang, mais en tous les cas, on est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Alors, en tous les cas, qu'elle nous accompagne avec de nouveaux imaginaires. Dis-moi. Voilà. Ça aurait été peut-être juste sur la slide avant, si je peux rajouter peut-être une petite chose, notamment sur la citation qui est sur votre gauche. Elle m'a fait penser, en préparant la masterclass, elle m'a fait penser à une vidéo YouTube d'Étienne Klein, que vous connaissez certainement, qui avait l'idée en tête de coloniser le futur pour réinventer les imaginaires. Alors, même si l'idée de colonisation peut être un peu négative, l'idée quand même là, c'est de se dire il faut réinvestiguer le futur, recoloniser le futur, planter les jalons pour pouvoir justement le créer, ce futur-là. Et par exemple, je vais prendre en 1950, on pensait en l'an 2000, il y aura des voitures volantes. On peut complètement discuter cette idée de voiture volante. Néanmoins, il y avait quand même une projection dans l'avenir. Moi, j'étais pas là en 1950, mais je me dis, j'aimerais bien que pour 2050, on ait réussi à recréer des imaginaires, lesquels je ne sais pas, mais des imaginaires qui nous donnent la direction et le sens. Alors aujourd'hui, là, on va vous présenter un petit peu de la méthode. Et on va commencer par Charles, qui a une approche assez originale, mais qui reste effectivement dans ton domaine de prédilection. C'est l'audit scientifique. Oui, effectivement. Alors en termes de méthodologie, je vais vous partager un petit déclic de compréhension que j'ai eu il y a 15 jours à peu près. Comme quoi vous allez voir le travail de chercheur. Faits et sciences, c'est l'anagramme de ceci fait sens. Et je trouvais ça pas mal, en tout cas comme point de départ,
dans l'idée de justement coloniser le futur, réinventer les imaginaires, parce qu'il y a à la fois le sens, la direction, mais aussi le sens que l'on donne en termes d'émotion, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le sens qu'on donne à nos actions et ce qu'on fera de nos actions demain. Et c'est sur cette base de ceci fait science que je propose une méthode, en tout cas, qui s'appelle les audits scientifiques. Donc l'idée, c'est de challenger les innovations au regard des connaissances scientifiques pour, d'une part, aller les améliorer, d'autre part, obtenir une légitimité scientifique. Et sur la question de la légitimité, je me permets juste une petite statistique. Science et Avenir, 64% des applications de santé ne sont pas fondées sur des résultats scientifiques fiables. Moi, ça m'a fait tilt et je me suis dit, pourquoi pas proposer des audits scientifiques eu égard des connaissances pour pouvoir renforcer ces innovations, les challenger, les discuter en apportant un regard issu de la recherche. Merci Charles, c'est efficace. Nicolas, peut-être aborder vraiment la prospective par le design au sens général, vraiment qui est une méthode qui a fait ses preuves et qui va faire encore longtemps ses preuves. Alors, je vais juste la réaborder très rapidement parce qu'on a un cas tout à l'heure d'un programme que j'ai eu le plaisir avec d'autres partenaires, notamment Paris Sciences et Lettres, de mener pour le ministère des Armées avec l'agence Innovation Défense qui est Red Team Défense, où on a aidé le ministère des Armées à penser les menaces 2030-2060. Et donc il était question vraiment de design fiction. Je rentrerai un peu plus dans la méthode à ce moment-là. Mais globalement, c'est toutes ces approches, on les appelle aujourd'hui les approches de prospective par le design. Donc le design thinking, s'est répandu comme une traînée de poudre dans toutes les organisations, à bon escient ou pas, mais en tout cas elles sont là. Et c'est vraiment le règne de l'approche centrée utilisateur. Donc on récupère cela, on essaie de se mettre à la place de l'utilisateur final ou de celui qui pense, et on rajoute en plus la part d'émotion et de sensationnel. Et une dimension qui est extrêmement importante, c'est l'immersivité et notamment la tangibilisation. C'est-à-dire qu'un des grands atouts du design fiction, notamment, c'est de pouvoir matérialiser le futur en des objets qu'on appelle des artefacts fictionnels. Et ça peut prendre vraiment différents aspects. Ça peut être, on utilise beaucoup ça grâce aux films, aux vidéos. Les artefacts. Voilà. Ça peut être des simulations futuristes mais qui ont un vrai degré de vraisemblance. Je parlerai tout à l'heure de la suspension d'incrédulité, c'est-à-dire ce sont des objets qui doivent rester vraisemblables. Si vous partez, en étant futurologue, à parler du monde en 2100 sans aucune accroche avec le présent, vous perdez tout le monde. Et donc vous embarquez pas, et d'ailleurs on se dit, je ne suis pas parti, je n'ai pas été embarqué par le film. C'est ce qui se passe en général sur les mauvais films de science-fiction. C'est chouette, ça nous amène dans des univers complètement nouveaux, mais on n'arrive pas à y croire parce que c'est trop loin de notre réalité. Il faut toujours, grâce à ces artefacts, garder un soupçon de réalisme ou de vraisemblance en les amenant le plus loin possible. Donc on tire en fait le fil du temps, comme un élastique. Oui, en fait, l'idée, c'est une méthode qu'on pratique aussi donc à Agence Proton. C'est vraiment qu'on ne s'embarque pas dans des futurs débridés. On doit vraiment aller chercher la banalité du futur. Et pourquoi j'ai mis un paquet de chips de méduses ? Alors, c'est parce qu'avec Étienne, parfois, on intervient dans des écoles, et là, on est intervenu dans un collège. Et en fait, c'est tout à fait plausible. Je ne vais pas reprendre la démonstration, mais... Et voilà, et au moins ça marque, quoi. Ça marque, c'est-à-dire qu'on ancre avec un objet, on ancre un artefact. Alors ça, c'est vrai que c'est... Pour l'armée, on ne va pas sur les chips à la méduse, mais au moins, je voulais vous montrer tout l'éventail. Ah, on ne sait pas. Oui, c'est vrai qu'il y en a... Non, mais il y en a qui caftent là, hein. C'est pas possible. Il y a un dernier aspect qui est important quand on parle de design, de prospective par le design. J'ai parlé d'immersivité, j'ai parlé de sentiments, etc. C'est vraiment cette capacité, je reviens dessus volontairement, de mise en mouvement. C'est-à-dire imaginer, oui, certes, mais surtout transformer. Et grâce aux artefacts, on arrive à embarquer les participants et les amener à passer à l'acte. Ça, c'est vraiment une dimension essentielle qu'on ne trouve pas partout et qu'on retrouve particulièrement dans le design fiction, dans le design prospectif. Et derrière, pour terminer, et ça rejoint un peu la stratégie. Pour ceux qui ont fait ou pratiqué la stratégie, bien souvent, les exercices de stratégie se résument à des diagnostics stratégiques et on fait ce qu'on appelle des stratégies d'adéquation qui se résument là aussi, qui se traduisent la majeure partie du temps par des stratégies d'imitation. Et un mauvais stratège, c'est un stratège qui se plante mais qui est le seul à se planter. Donc en fait, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils se plantent mais à plusieurs. Donc dans l'industrie automobile, ils vont tous aller dans le même sens. Donc là, c'est le véhicule électrique et ils y vont tous, ils courent comme des autruches dans le même sens, okay, ou la tête dans le sol.
avec des prospectives par le design, on arrive en fait à faire émerger ce qu'on appelle la singularité identitaire de l'organisation. Et on passe de stratégies d'adéquation à des stratégies dites d'intention. C'est-à-dire vous exprimez réellement qui vous êtes et ce que vous souhaitez demain. Ça change tout. Voilà, donc pour résumer donc le design fiction, mais vraiment la puissance de ce design fiction, pour rajouter vraiment ce qu'a dit Nicolas en synthèse, c'est vraiment explorer donc des nouveaux horizons, tester des hypothèses et faciliter les décisions. Parce que comme tu dis, c'est vraiment, on passe à l'action. Hein. On ne fait pas ça pour se faire plaisir. Même si c'est sympa, DALL-E et ChatGPT-4. Bon, bref. Alors, on passe à notre troisième mouvement, l'étude de cas. Donc, je pense que vous l'attendez hein, aussi, de toucher de plus près encore ce qu'on fait dans notre quotidien. Et on va commencer par Charles. Alors Charles qui réinvente la politique de recrutement dans le secteur de la défense. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Charles ? Oui, alors ça c'est un projet en cours qui a démarré en début d'année. Donc ça tombe bien, on est début février, c'était il n'y a pas longtemps. Et c'est effectivement dans le secteur de la défense, donc je ne veux pas m'avancer sur les prochaines slides, mais on est sur un secteur qui quand même prend les devants, qui est quand même assez proactif. Et le secteur peut être assez proactif dans des domaines très techniques, mais également sur les aspects humains et sur la partie ressources humaines. Et là, le projet en l'occurrence, c'est de questionner les attentes des nouvelles générations et les valeurs des nouvelles générations, notamment eu égard de leur rapport au travail. Voilà. Qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qu'elles veulent, comment, il y a quelle motivation. Et l'idée derrière, en tout cas moi quand j'ai pris le projet, c'était de questionner un peu cette idée de génération X, Y, Z. Et en fait on se rend compte que c'est complètement créé de toutes pièces, mais qu'il n'y a pas de génération Z, ou en tout cas c'est une heuristique facile, c'est un découpage qui est facile, mais si on se contente de diagnostics faciles, on peut aller vers des réponses qui sont fausses, erronées, et alors in fine de mauvaises actions en termes de stratégie RH. Donc là l'idée c'était de questionner un peu des recettes, on va dire, des recettes en stratégie RH, des recettes qui ne sont pas forcément pertinentes. Et comment est-ce qu'on fait pour questionner ces recherches ? Il faut une méthode. Je ne vais pas revenir sur l'audit scientifique, mais principalement sur des états de l'art. Que dit la science ? Que disent les chercheurs sur ces différentes stratégies ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Quels sont les leviers qu'on peut actionner ? Et ça, c'est tout le cadre du projet. Donc, rassembler cette information, la mettre en forme pour la rendre compréhensible. Et ensuite, je vais reprendre les mots de Gaël, s'orienter vers l'action. Bon, et ça aussi, ce sera peut-être mon mot de conclusion, mais comme ce n'est pas tout de suite, je me garde l'action pour après. Merci Charles. Autre use case, celui donc qu'on pratique là, avec Étienne pour l'agence Proton. On a accompagné donc la Fédération de recherche Innovax en partenariat avec le CDP Ticois et la Fédération de recherche Quantals, donc c'est sur Grenoble. Donc, je vois d'ailleurs une participante. Donc l'idée c'est à l'heure actuelle, donc, les sciences quantiques représentent une promesse d'innovation technologique. Nous sommes encore très en amont de la mise en société de cette technologie. Et du coup, on s'est interrogé. Donc, il y a eu tout un processus de décembre 2022 à décembre 2023, 9 ateliers de design fiction qui ont réuni 160 participants de la société, aussi bien des étudiants, des industriels, des académiques, des chercheurs en physique quantique, des chercheurs en sciences humaines et sociales. Et là, je vous invite à nous rejoindre le 11 mars donc, en soirée avec comme grand témoin Eleni Diamanti, une chercheure donc, en physique quantique. Et donc là, il va y avoir un rendu vraiment de 1 an de design fiction et où on va expliquer le processus entre les récits, en créant des personas, des intrigues, enfin vous verrez tout ça, où on a vraiment sorti les enjeux autour de la santé, de l'énergie, de la culture, de l'industrie du futur. Et puis surtout, l'objectif, c'est de trouver des fronts de recherche en sciences humaines et sociales à partir de toute cette matière. Alors à partir de la semaine prochaine, sur le LinkedIn, vous verrez passer, on a fait 5 podcasts où on est allé dans des lieux banals de Grenoble, mais peut-être vous verrez où je me trouvais. On verra. Et dernier use case, donc c'est vrai que Nicolas a commencé à l'aborder un petit peu dans le fil du déroulé de la masterclass. Là, il va rentrer un petit peu plus dans les détails. Une sacrée aventure avec la Red Team Défense.
allier l'imaginaire et la science pour bâtir des scénarios d'anticipation. Alors là, Nicolas a plein de choses à vous dire, à vous dévoiler peut-être. Je vais surtout essayer de bien tenir dans 3-4 minutes parce que je pourrais en parler longuement. D'ailleurs, pour commencer, je ne rentrerai pas dans les scénarios en tant que tels. Vous pouvez vous rendre sur le site redteamdefense.org où vous aurez une grande partie des scénarios rendus publics parce que chaque année, il y avait une sorte de grand-messe où a été restitué l'ensemble des travaux avec des auteurs de science-fiction. Il y avait toute une autre partie qui était plutôt des études spécifiques et là totalement confidentielles du début jusqu'à la fin, dont on n'a jamais parlé. Donc là, ça a duré 3 ans et demi. Là, il y a une réflexion pour savoir quelle pourrait être la suite aujourd'hui. Les partenaires avec lesquels nous avons travaillé, parce que j'aime les citer, donc j'ai cité tout à l'heure Paris Sciences et Lettres, mais également notre partenaire historique Making Tomorrow avec Nicolas Mainviel en tête de file. Et donc on a eu comme ordre ou comme mission donnée par l'Agence Innovation Défense et la DGA de les empêcher de dormir la nuit. Voilà, on a un monde assez anxiogène, catastrophiste. Essayez de nous inquiéter encore davantage que ce monde peut nous inquiéter aujourd'hui. Donc c'était notre lettre de mission qu'on a acceptée avec grand plaisir. Et on a eu plus spécifiquement comme demande de pouvoir les aider à imaginer les menaces 2030-2060. Donc là vous avez ici même en fait les 3 saisons et demie que vous pouvez retrouver encore une fois sur le site en question. Pas mal de publications qui ont été faites chaque année. On avait des auteurs qui constituaient la Red Team dont je parlerai tout à l'heure, qui était constituée d'auteurs de science-fiction. Alors pour ceux qui connaissent la science-fiction en France, assez connus, des auteurs plutôt des scénaristes de BD, Xavier d'Horizon par exemple, qui est assez connu dans son domaine, des dessinateurs également, Françoise Cuten. Donc c'est lui qui a sévi sur la plupart des planches que vous voyez là, c'est des dessins de Françoise Cuten. Juste phénoménal. Et si tu peux passer la slide pour que j'explique un peu le processus. En fait, sans trop rentrer dans le détail, mais il y avait vraiment 2 grandes étapes qui constituent les 2 colonnes vertébrales du design fiction. Une première étape, c'est vraiment de reprendre la méthode des scénarios, un classique qu'on connaît en prospective traditionnelle, mais de l'agrémenter du regard un peu disruptif et décalé d'auteurs de science-fiction, qui eux s'affranchissent la majeure partie du temps, même s'ils se réclament de la art fiction, s'affranchissent de ce que veulent ou souhaiterait l'armée ou le personnel des armées. Ils sont assez, tout en restant ouverts, ils ont quand même des idées assez faites sur pas mal de choses. Et donc eux, le rôle, c'est vraiment de décentrer l'analyse pour les amener à voir ou à penser l'impensable. Il faut malgré tout les nourrir. On le verra sur la slide d'après. Donc il y a des équipes d'experts scientifiques qui viennent nourrir ces auteurs de science-fiction, qui ont besoin pour pouvoir écrire. Et la deuxième partie qui est importante, c'est rendre immersif en fait ces parcelles ou ces promesses d'avenir, ce qu'on appelle des promesses d'avenir. Et donc là, on revient sur la notion d'artefacts fictionnels. Des films, des revues, des objets également peuvent être faits, des wargames. Ça peut aussi, la plupart du temps, déboucher sur des wargames. En fait, il faut vivre les futurs. C'est vivre les futurs, effectivement. C'est jouer avec les émotions. Donc, pour suspendre l'incrédulité, embarquer nos participants. Et puis, il y a un aspect qui est très important, en fait, quand on parle de design fiction, c'est que le design fiction, à travers la méthode des scénarios, est performatif. C'est-à-dire que le simple fait de penser le futur permet de générer ou de créer le futur. Ça, c'est les méthodes Coué. Voilà, vous dites tous les matins, vous êtes le meilleur sur cette terre. Il y a peut-être des chances que vous y arriviez ou autre chose. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc de créer en fait des conditions pour que le futur que vous souhaitez puisse advenir. Je crois que c'était Étienne Klein qui disait, en reprenant Bergson, que l'idée de l'avenir était plus féconde que l'avenir en lui-même. C'est ce qu'on essaie de retrouver à travers cette méthode. Et la dernière slide, parce qu'il y a tout un écosystème d'acteurs. Donc vous avez la Red Team, c'est ceux qui sont là pour perturber le système, auteurs de science-fiction que j'ai cités préalablement. Vous avez la Blue Team. Ouais. La Blue Team, en fait, c'est ceux qui vont rapporter un peu de militarité, de vraisemblance, qui vont sincériser, pour ceux qui connaissent le monde des armées, sincériser en fait les scénarios apportés ou décrits par les auteurs de science-fiction. La Purple Team. La Purple Team maintenant. La Purple Team, ce sont les scientifiques, la majeure partie du temps, ceux qui connaissent la technique, ceux qui connaissent les techniques au sens large, et qui vont apporter là aussi de la crédibilité aux scénarios dépeints par les auteurs, tout en les nourrissant. Parce qu'un auteur, s'il n'est pas nourri, ne peut rien produire. C'est ce que j'ai appris, pas à mes dépens, mais j'ai appris. Et puis vous avez aussi une Black Team. La Black Team, c'était nous qui étions aux commandes, à l'animation, la facilitation, pour faire en sorte que
l'ensemble des enjeux de la Red Team, des Blue Team et de la Purple Team puissent converger vers un objectif commun. Il manque un acteur, c'est la White Team, et c'était le comité éthique. Bah, si, en fait, elle y est. Hein, elle y est. Elle est partout. Ouais, partout. Donc la White Team avait pour vocation d'apporter un peu d'éthique, parce que ce qui nous distingue d'autres compétiteurs, c'est encore, en France, une certaine éthique sur nos actions et les décisions qu'on va prendre pour l'avenir. Oui, tout à fait. L'éthique, c'est très important. D'ailleurs, ça me fait juste penser que j'ai un autre rôle. Je suis garante éthique dans une start-up là, qui est basée à Paris et à Grenoble, et on connaît les challenges des start-up. Et ben, ils se sont mis un autre challenge d'être une société à mission. Voilà, pour les données multi-omiques, pour aider les chercheurs. Voilà. Donc l'éthique, c'est très important. Eh bien, on va finir cette masterclass peut-être juste en se disant donc, comment réinventer les imaginaires dans la tech. On a vu, donc il y a eu quand même, on nous a donné déjà pas mal de petites choses à aller à gratter, aller chercher plus loin. Puis on s'est dit, mais il faut aussi qu'on se regarde soi, quand vous serez dans ces postures-là, très conscientisés. Il faut aussi commencer par se transformer soi-même, d'aller chercher aussi ses propres ressourcements. Et alors, on va vous dévoiler un petit peu voilà, ce qui nous fait vibrer et ce qui fait qu'on a toujours la pensée en mouvement. Alors, des fois, on se fatigue un peu quand même, hein, mais bon. Mais enfin, c'est notre façon d'être. Donc voilà, l'idée, c'est, en tous les cas, ce qu'on vous donne en partage, c'est vraiment toujours de favoriser la curiosité. C'est vrai qu'on dit, les enfants, que l'imaginaire, il naît quand ils savent s'ennuyer. Mais j'ai l'impression que les adultes ne savent plus trop s'ennuyer non plus. Là. Ce matin, j'étais dans le tramway. Et je me dis, mais on n'est plus dans le lien, chacun est dans sa bulle et personne ne regarde, laisse le regard couler au loin, même si c'est le paysage. Bon, enfin, à Grenoble, ça va. Hein. Voilà, allons vers la rêverie. Donc, je passe vite parce que je vois que je veux quand même garder. Donc, je vais dire rapidement, Charles, c'est la science, c'est les terrains d'intensité, ce que je suis bien incapable de faire, mais chacun ses ressources. Hein. Donc, Nicolas, c'est l'enseignement, qui est très exigeant, et la philosophie encore plus exigeante. D'ailleurs, si je peux me permettre, juste parce qu'il y a discours de la méthode. Oui, j'ai mis donc ça. Je suis plus pascalien que cartésien, Écoute. si je peux me permettre. Non, mais là, Nicolas, là, tu me largues, en fait. Tu me parlerais de poésie, c'est ce que je voudrais dire. Ok, mais là, je suis perdue. Mais c'est ton ressourcement, et tu as le droit. Et donc voilà, moi c'est la technopoésie et puis l'art brut, j'aime ces déséquilibres de la vie aussi, pas toujours regarder tout ce qui fonctionne bien. Alors on vous a donné en partage à la fin quelques ressources, si vous voulez aller encore plus loin bien sûr sur ce qui peut vous plaire, hein, et puis faire ce travail d'introspection, c'est où votre ressourcement. Donc là je te laisse peut-être parler de tes ressources, Charles. Oui, alors là, on a beaucoup parlé d'imaginaire. Il y a également eu le mot action qui est ressorti. Et c'est dans les deux références que je vous propose à emporter. La première, donc, qui lie finalement mes gisements, en tout cas les terrains d'intensité avec l'armée, sur le maréchal Lyautey. La joie de l'âme est dans l'action. Et je pense que ça participe de la construction des imaginaires. Et sur une deuxième référence qui me plaît beaucoup, c'est Charles Péguy. Donc nous sommes les derniers, presque les avant-derniers. Après nous commence un nouvel âge, ceux qui ne croient en rien, qui en font gloire et orgueil. Je m'inscris en faux par rapport à cette citation, enfin pas la citation en elle-même, mais en tout cas par rapport à cette idée-là. Et je pense que la masterclass vous l'a démontré. On va réinventer les imaginaires et on va coloniser le futur. Charles, encore plus efficace. Nicolas, parlez-nous un petit peu de cette Avant-Garde Foundation. Alors, c'est une initiative que je porte avec trois fondateurs. On a créé un fonds de dotation qui s'appelle Avant-Garde Foundation, dont le but est vraiment de fabriquer de nouveaux imaginaires porteurs qui permettent de lire un monde qui peut être meilleur. En fait, tout peut arriver, surtout le meilleur, alors que, encore une fois, ce qu'on nous livre de l'avenir, même sans être naïf, et sans être des béni-oui-oui, est assez noir et porte peu à l'engagement. En fait, on partait d'un constat très simple, c'est que plus de 83%, je crois, des Français jugent l'avenir inquiétant. Pire, 75% des jeunes Européens jugent cet avenir effrayant. Et parmi ces 75%, près de 90% pensent ou aimeraient plutôt vivre dans le passé.
Donc on a envie de créer un mouvement qui touche aux arts, qui touche aux lettres, aux sciences, aux techniques, avec un prix Avant-Garde Foundation qui permettrait de saluer des actions porteuses à impact pour l'avenir. Donc je vous invite à venir, on n'a qu'une landing page aujourd'hui, on est en train de créer un haut conseil. Et on a une punchline maintenant, c'est qu'on peut envisager le pire ou bien imaginer le meilleur. Et on essaie de se placer dans l'imagination du meilleur. Tu me la referas à la fin là, pour clôturer la masterclass. Je ne suis pas sûre encore que c'est descendu dans mes couches profondes, là, mais c'est très bien. Nous, avec Étienne, on voulait vous partager quelques ressources. Donc, on fait partie du groupe Atelier des Futurs qui est emmené par Thomas Gauthier et Quentin Ladetto et qui est vraiment une mine d'or avec des outils, plein d'articles. Là, oui, ben voilà, je vois Arnaud qui acquiesce, mais il a raison. Donc, dans cette équipe, il y a les propulseurs, le coup d'après, qui ont fait le soldat low-tech, voilà, Olivier Desjeux. Et donc, nous, on a écrit des articles, et dont celui « Comment créer des imaginaires technologiques avec le design fiction ». Et donc, voilà, on est proche des artistes et des designers, et bah, du coup, de Alexander Toujikov, pour aller voir son profil, petit génie. Et puis, on vous a mis 2 livres de science-fiction, donc un jeune auteur, donc Erwan Barrio, un roman qui mêle les sciences, le mystique et la philosophie à travers une vertigineuse épopée. Et puis celle d'Étienne Quinge, un auteur de science-fiction qu'on affectionne beaucoup, qui est grenoblois, donc voilà, qui travaille, qui est biologiste à la base et qui est aussi maintenant auteur de science-fiction à succès puisque c'est sorti en pocket. Eh bien écoutez, je crois que là on a tout dit, il nous reste... ok, donc merci de votre attention. Tu nous refais la phrase et puis on refait les applaudissements, redis-nous la phrase. On peut envisager le pire ou bien imaginer le meilleur. Allez, c'est bon, là. On a tout donné. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Maintenant, on vous laisse la parole. On est prêt à prendre quelques questions et puis on se répartira la parole. Alors, ok, donc je vous en prie, tu veux peut-être un micro ? Ah bah si. Ouais, vas-y. Voilà. Bonjour. Attends, est-ce que tu peux présenter juste, parce que toi tu es dans une structure en Suisse. Moi je suis dans une structure en Suisse qui travaille sur l'intelligence économique et je suis sur autre chose dont je ne peux pas parler dans la cybersécurité. Okay. Voilà. Okay. Quel est selon vous le pire des avenirs possibles ? Pas au niveau, on va dire, physique, mais mentale. C'est-à-dire quelle est la chose qui, selon vous, pourrait être la pire ? C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure, sauf erreur, monsieur, qu'on retournait dans le passé. Et il me semble qu'il y a certaines idées du passé qui sont en train de remonter, qui sont assez nauséabondes. Comment on peut, pour continuer à garder notre unité nationale, j'utilise bien nation dans le sens de pas nationaliste en tout cas, j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce qui pourrait être le pire selon vous avec les analyses que vous avez, parce que je ne suis pas à votre niveau, bien évidemment. Voilà. Alors, je vais juste répondre, moi, en 2 mots. Après, si mes collègues veulent plus... Moi, je dirais que ce qui me fait le plus mal, parce que c'est par rapport aux jeunes générations, puisque c'est quand même eux qui portent l'avenir, ça serait qu'on attaque leur espoir. Moi, je trouve que quand je croise des jeunes filles, qui d'ailleurs sont là, je crois, et qui se sont dit « je ne vais pas faire ça, le design de la transformation, etc., parce que peut-être je ne trouverai pas de l'emploi et qu'il faut que je sois dans la com », ça me fait mal, quoi, parce que je me dis... c'est vraiment notre jeunesse, on ne doit pas attaquer leur espoir. Et c'est pour ça qu'on se battra et que c'est pour ça aussi qu'on monte des boîtes, hein, parce qu'on a ça qui est chevillé au corps. Après, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Pas mieux. Mais pas mieux. Voilà. Peut-être juste très rapidement, parce que vous avez dit notre jeunesse, et forcément, ça fait écho. Le pire des futurs, ce serait, en tout cas pour les jeunes générations, il y en a pour qui, je ne vais pas dire... c'est trop tard, mais pour les futures générations, c'est elles qui seront là demain, c'est si elles ne croient en plus rien. Je crois qu'on se rejoint, hein, Charles. Complètement. Ouais. Donc tu vois, voilà, ça on veut pas que ça arrive. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Monsieur, est-ce que vous pouvez juste vous présenter comme ça ? Oui, bien sûr. Voilà. Bonjour, Louis Mann, je travaille au Conseil national du numérique. J'ai une remarque, une inspiration peut-être à rajouter, et puis aussi 2 petites questions. L'inspiration, c'est le travail de François Houst,
qui travaille chez Planet France et qui a créé un compte Twitter à l'époque qui s'appelait Microdystopie, avec un K, micro, et qui, dans un exercice d'écriture sans contrainte, se propose en fait de pas d'écrire des dystopies. Ça, c'est une piste d'inspiration et je trouve que le projet est intéressant et il a développé des ateliers d'écriture en fait autour de ça. Et il va dans des écoles d'ingénieurs normalement. Et ça m'amène aux deux questions que j'ai. La première, c'est est-ce que finalement, en fait, la prospective et le travail sur les imaginaires n'est pas d'abord à faire avec les techniciens, ceux qui vont demain créer en fait les outils qu'on utilise. Première question. Et deuxième question, quelle est la place finalement en fait de l'utopie? Vous avez terminé en parlant d'imaginer le meilleur. On se rend compte qu'on imagine souvent le pire. C'est peut-être plus simple aussi d'imaginer le pire. Je ne suis pas un spécialiste de science-fiction, mais je ne connais pas énormément de science-fiction positive. Voilà, c'est une question sans en être une, mais c'est un petit peu les deux choses que je voulais mettre en débat. Merci. Moi, je vais laisser répondre Nicolas pour la première partie. Alors sur la partie utopie, dystopie, effectivement, là, avec le ministère des Armées, la commande était claire. Il fallait que globalement que ça sente le sable chaud, le sang, la guerre. Bon. Donc on était beaucoup plus sur des dystopies, des Black Mirror, évidemment. Mais ce qu'on aime travailler aussi avec d'autres entreprises, on a beaucoup accompagné Orano dans le domaine nucléaire, à une époque où on ne parlait plus de nucléaire, il y a 3-4 ans. On l'a déjà oublié, mais il y a 3-4 ans, on était plutôt à démanteler les centrales nucléaires qu'à réinvestir le nucléaire. Et là, on était plutôt sur des utopies, c'est-à-dire qu'on les poussait à dessiner des mondes souhaités ou souhaitables pour Orano. Et plutôt des mondes qui étaient positifs, évidemment. Et la première question, c'était... Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est indispensable. J'irai un peu plus loin. Je pense que la transdisciplinarité qu'on vante depuis des lustres, mais qu'on n'applique jamais, doit inclure, bien évidemment, des techniciens, mais aussi des représentants des sciences sociales et humaines. Moi, je pleure chaque jour de ne pas avoir encore aujourd'hui dans les entreprises et dans le débat public des auteurs ou des personnes qui viennent de la sphère des sciences sociales et humaines. C'est vraiment les parents pauvres de notre nation et du règne intellectuel. Et il faut absolument les remettre dedans parce qu'ils ont cette vision méso qui permet de faire concilier le macro et le micro. Et sinon, rien ne se passe. Forcément, je vais rejoindre Nicolas, en tout cas sur la dernière partie de la réponse, de remettre des SHS pour prendre un peu de la hauteur. Peut-être une référence que vous pouvez prendre, c'est les travaux de Marion Sina, qui a fait sa thèse avec moi au CNRS, qui mobilisait Castoriadis pour challenger les imaginaires des ingénieurs. Et elle montrait que les imaginaires des ingénieurs se sont asséchés au cours du temps en raison des process et des normes qu'on leur fixe. Et le fait qu'ils n'aient plus le temps de papillonner, de rêver, de penser à autre chose, les bride, en tout cas en partie. Voilà. Donc 2021. Moi, je conclurai en disant, je viens de la tech, je suis ingénieur en microélectronique et je trouve qu'aujourd'hui, avec les technologies quantiques, on a une page blanche et c'est là qu'il faut embarquer la société civile. Moi, je rêverais que les gens que j'ai vus dans le tramway ce matin soient là aujourd'hui pour questionner, pour justement déployer leurs pensées, pour aller questionner les techniciens. Moi, je fais pas confiance qu'à la tech, puisque j'en viens. Et je vois bien que j'ai dû me battre parce que je suis trop créative, trop imaginative. Et ça faisait peur. Peut-être maintenant, on nous survalorise trop. Je sais pas trop, en fait. Mais non, moi, je me dis, mettons les questionnements en société et emparons-nous des sujets. Tout le monde, il n'y a pas les sachants d'un côté et les exclus de l'autre. Moi, je suis désolée. Et c'est bien ce qu'on démontre là avec la Fédération de recherche comptable, là, Innovax. Tout le monde doit s'emparer de ces sujets. Et ça me fait penser qu'avec Étienne, par exemple, demain, on va à Yggdrasil, on va faire une performance avec le CEA, là. En fait, ça s'appelle les mains dans le quantique. Et on s'est dit, on va faire débrancher le cerveau des gens et on va faire allumer le cerveau des mains pour qu'ils comprennent facilement, en manipulant, des concepts de physique quantique. Parce que si on donne le b.a.-ba très simple, les gens vont pouvoir questionner et dire « Oui, moi, c'est ça que je veux demain » et influencer et pousser et pas être que dans « Je suis contre la techno » ou « Je suis pour la techno ». Enfin, voilà. Donc, il faut donner des outils, il faut armer, il faut faire que les chercheurs soient beaucoup plus accueillis, managés. C'est vrai qu'ils ne sont pas faciles à manager, mais dans les entreprises, mais c'est quand même gagnant, je précise. Voilà.
Et ben voilà, je vois que le temps est arrêté. Je voulais remercier Nicolas Pasquet infiniment. Merci de m'avoir invité. Infiniment. Très heureux. Voilà, Charles Aymar, au top. Merci beaucoup, Gaël. Merci infiniment. Et puis je me remercie moi parce que c'est aussi du boulot tout ça. Merci Gaël. Merci à tous.